histoire avec David. Tu as parlé que la monnaie était neutralisée dans le désert et que du coup elle n'avait pas prise, elle n'avait pas vraiment d'usage, mais qu'en même temps l'argent avait une valeur d'usage. Et alors c'est là que ça m'a perdu et j'ai pas compris en fait comment ça pouvait à la fois argent avoir une valeur d'usage et la monnaie qui n'a pas cours en fait dans ce lieu. Du tout. Bon, tant pis. Ouais, je différencie argent et monnaie. L'argent, il peut prendre plein de valeurs, enfin plein de formes, notamment la forme monnaie. On peut se payer des choses sans monnaie, avec les cartes bleues, enfin, la finance, tout ça. C'est les logiques comptables qui sont neutralisées dans cet espace. C'est-à-dire que du point de vue juridique, vu que c'est des touristes, l'État interdit toute forme de travail. L'État interdit toute forme de possession. Et l'État interdit toute forme de rente. Et c'est un truc que maîtrise bien l'État américain, c'est qu'on paye des impôts dès qu'il y a du travail ou de la rente. Ça, vraiment, ils sont très à cheval là-dessus. Donc ils arrivent dans un espace, c'est des gens qui sont désocialisés, enfin, des conditions de travail terribles dans leur vie, quoi, qui sont déclassés, et ils se retrouvent dans cet espace où tout ça est interdit. Et ça, déjà, c'est une énorme cloche qui permet de poser c'est une énorme cloche qui se pose sur la monnaie. Elle n'arrive pas. En fait, il n'y a pas de rapport de travail. Pourtant, il y a aussi des très très riches qui sont aussi propriétaires ailleurs, qui ont de la rente et qui ont des appartements ou même des entreprises ailleurs. Donc ils savent ce que c'est de faire travailler autrui pour soi, mais pourtant dans le désert, ça n'existe pas et ça prend pas, en fait, ça n'a pas de prise. Je pense que pour qu'il y ait de l'entraide et pour qu'il y ait des espaces comme ça, il faut des conditions particulières à ce que ça se réalise. Donc il faut un contexte là, que je viens d'écrire, il faut aussi des subjectivités individuelles où les gens, ils n'aiment pas ça, ou ils le refoulent, ou c'est un problème pour eux. Et tout ça, quand ça se rencontre, miraculeusement, il est possible d'avoir une monnaie où les gens ne savent pas ce que c'est. Elle n'existe que pour l'extérieur. Et c'est là où je veux dire qu'elle a une valeur d'usage. En fait, c'est plutôt qu'elle n'a pas d'utilité, elle n'a pas sa fonction d'une mesure de la valeur. L'argent n'a pas sa fonction d'une mesure de la valeur. C'est quelque chose dont on peut se servir directement, mais ailleurs, en ville. Ce que je veux dire, c'est que de manière plus graphique, c'est tiens, ça te servira à quelque chose. C'est ça la monnaie. Tiens, ça te servira à quelque chose, mais ailleurs, pas ici. C'est ça que je veux dire par valeur d'usage. C'est un peu brouillon pour moi-même, hein, donc il m'a semblé comprendre justement dans cette explication là de présentation que effectivement le simple fait que de l'argent soit destiné à un usage précis au moment où on le récupère le sort d'un espèce de système d'équivalence générale où on rend un service, ça vaut de l'argent, on a un tas d'argent et puis on pioche dedans indifféremment ou à un autre moment on veut acheter quelque chose. Et du coup, chaque fois que la chose est comme ça directement liée entre le service rendu et l'achat qui va être effectué, je répare une bagnole, je gagne 2 bières, on arrive à sortir un petit peu l'argent de son travail d'équivalence généralisée, quoi. Et du coup, il retrouve une valeur d'usage, même si ça passe par de la monnaie. Alors, Manola. Moi, j'aurais deux. Il faut que tu tiennes plus loin. Alors, il faut que j'ai deux remarques, dont la première s'adresse concerne les deux premières interventions et la deuxième toutes les interventions, dont je vous remercie beaucoup. Donc la première concernant les deux modèles économico-écosystémiques que vous avez définis. Ce qui m'a frappé, d'ailleurs, la première intervenante, elle insistait sur le fait que tout ça suscitait beaucoup de tristesse. C'est la même réaction que j'ai eue moi. C'est-à-dire, ce que vous décrivez, c'est un système dans lequel il y a une dimension de saturation, d'accélération et d'importance encore plus importante que dans le contexte urbain classique de l'argent, que vous avez défini comme une condition de Baba Speed.
Moi, si je cherche une alternative, c'est pour faire le baba cool, hein, c'est-à-dire pour avoir, ce n'est pas pour travailler de 7h à 22h, mais vendre mes réserves à l'américain, etc., etc. Ça me paraît une transposition terrifiante dans un contexte autre, rural, dans lequel il n'y a pas les voitures, il n'y a pas le métro, mais il y a les mêmes logiques d'accélération, saturation, rythme accéléré qu'il y a dans les pires contextes urbains. Donc, par exemple, ça ne me fait pas du tout rêver. Et je me demandais si, effectivement, le problème n'est pas celui que vous avez signalé, c'est-à-dire que c'est des couples, hein. C'est des couples, ou encore pire, une dame seule avec 4 enfants, donc manque cette communauté, cette entraide, cet élargissement qui pourrait permettre effectivement à cette alternative d'être moins cauchemardesque. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps, parce que moi, les copains qui partent vivre à la campagne, en général, c'est des couples qui vivent dans un enfermement encore pire que ceux qui peuvent connaître en étant dans un quartier parisien. Il faut qu'ils aillent voir l'épicier, la pharmacie ou je ne sais pas quoi. La deuxième question concerne la pertinence du don contre don, parce que vous avez commencé par dire que ce modèle vous paraissait tout à fait peu pertinent parce qu'on passait de A à B, C, donc il n'y avait pas retour de B à A. Mais si on revient à Mauss, effectivement, chez Mauss, il y a le même système de délation, de différence dans le temps que celui que vous décrivez, c'est-à-dire je vous achète un agneau aujourd'hui et dans 6 mois, je vous fais faire des travaux chez moi. Et par ailleurs, il y a la même recherche qui est décrite dans l'exemple de l'homme le plus détesté d'Amérique, c'est-à-dire faire en sorte qu'on sorte par des dispositifs, par du bricolage, de l'argent comme équivalence absolue. Donc, je voulais avoir vos retours sur cela. Merci. Alors, je réponds directement à la deuxième question, c'est parce qu'en fait, comme le mot don contre don est souvent utilisé de façon hyper usuelle, et du coup, c'était une façon de, évidemment, c'est exactement ce que dit Mauss, mais c'est pour éviter l'illusion qu'il y a dans le terme de réciprocité immédiate. Donc, je vous suis parfaitement sur le fait qu'on est tout à fait dans le don maussien. Sinon, pour revenir à la dimension Baba Speed et pas Baba Cool, en fait, comment dire, il y a un projet politique important derrière qu'on pourrait résumer de la manière suivante, c'est est-ce qu'on accepte que 5% de la population qui est agricultrice nous nourrit? Ou alors, est-ce qu'on pense qu'il faut que tout le monde, et que ça s'appelle, des écoféministes appellent ça la sweat equity, c'est-à-dire l'égalité, en fait, l'équité de sueur, que tout le monde reparte dans le labeur. Et donc, en fait, les économies, le mouvement hippie a très rapidement compris qu'effectivement, on ne s'improvisait pas paysans, et on a la moitié qui sont venus en ville et qui ont arrêté avec la sweat equity et qui ont accepté que d'autres ouvriers internationaux sur toute la planète triment comme des malades pour qu'eux, ils puissent vivre correctement en ville. Et en fait, ce mouvement de Baba Speed, que je décris, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, effectivement, mais qui a commencé dès qu'il y a eu ce phénomène d'exode rural terrifiant, qui fait qu'effectivement, pour nourrir nos villes monstrueuses, il faut qu'il y ait des machines monstrueuses et qu'il n'y a plus assez de paysans et de gens qui vivent de façon, avec même un potager vivrier, qui était encore la norme jusque dans les années 50. Et donc, en fait, il y a vraiment effectivement une sorte de détresse évidente de la part des personnes qui veulent mettre en application leur idéal de partage du travail de vivre, parce qu'on mange pas, même la cueillette, c'est super difficile et très long. Et donc ça, c'est un projet politique extrêmement, effectivement, qui fait peur et qui explique, de mon point de vue, pourquoi il n'y a toujours pas une majorité de gens qui vient vivre à la campagne. C'est qu'en fait, on a été à ce point détruits dans nos capacités à subvenir à nos propres besoins d'une façon relativement incorporée et suffisamment apprise, relativement jeune, et suffisamment tôt pour que ces gestes soient incorporés, comme Suzy qui fait des poupées qui arrive à faire des poupées tout en faisant la fête, c'est-à-dire qu'elle l'a dans les doigts en fait. Donc elle est vraiment dans cette double travail de subsistance, d'autofabrication et du métier de vivre. Et donc pour moi, effectivement, ce qui est triste, c'est pas leur vie.
Parce que moi, j'ai rencontré énormément de joie, une sorte d'enthousiasme délirant, en fait. Hein. C'était pas palpable. Ce que je désignais comme triste, c'est qu'il soit malheureusement trop peu à le vivre. Et qu'effectivement, ça pèse, cette minorité de gens alternatifs face à la minorité d'agriculteurs hyper productivistes qui donc nous nourrissent. Et je pense que moi, ce qui m'intéresse dans toute cette dimension, c'est la question de la subsistance. Et donc, le problème que l'ethnocomptabilité, dans la façon hyper matérielle qu'elle a de mettre en évidence ces circulations difficiles ou compliquées, c'est justement de rendre compte des formes effectivement d'isolement. Ensuite, effectivement, je ne vous ai pas parlé de la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, mais il y a beaucoup de babaspides aussi là-bas. C'est pas un monde tranquille parce qu'en plus il faut résister contre la police. Donc en fait il y a quelque chose effectivement d'une intranquillité effectivement pas très marrante du point de vue comme ça quand on n'est pas dedans. Parce que moi dedans je l'ai pas ressenti comme tu le dis quand on est dedans, on est pris dans l'enthousiasme, dans l'enchaînement vertueux en fait et de l'écosystème qui est complètement étourdissant, mais qui effectivement conduit à une assez grande fatigue. Et donc moi je pense qu'on a une responsabilité collective en fait aussi au fait que ces expériences sont encore trop isolées, même quand elles sont en collectif. Le nombre de collectifs alternatifs qui juste pètent les plombs parce qu'il y a trop le potager, à un moment donné ça suit plus quoi. Et donc c'est un petit peu ça en fait, moi il me semble que ces recherches veulent pointer. D'exaltation, de survalorisation un peu sacrificielle du labeur, du truc. Je suis consciente qu'il est nécessaire et qu'on le vit, mais je pense que ce n'est pas le but. Je veux dire, le but, ce n'est pas de travailler plus, que ce soit à la campagne, que ce soit à la ville. Le but, c'est de travailler moins. Moi, l'alternative, pour moi, c'est de travailler moins. C'est-à-dire, cette survalorisation du travail de 7h à 22h, etc., me paraît être dans la même logique productiviste que celui qui, à Paris, prend le métro, va au bureau, s'occupe des enfants, etc. C'est ça que je veux dire. Ce n'est pas pour sous-estimer le travail des communautés qui y sont engagées. Hein. Mais bon, éthiquement, survalorisation du labeur, du travail, de l'œuvre, pour parler de Hannah Arendt, moi, du travail, excusez-moi, philosophiquement, ça me dérange, éthiquement, ça me dérange. Je préfère Suzy qui boit ses bières avec ses copains. Je ne dis pas que ce soit un modèle de devenir alcoolique. Mais je ne sais pas qui est plus heureux, Suzy qui boit ses bières et devient alcoolique et va mourir d'une cirrhose, mais au moins heureuse, ou les Laurent, Marie et Maya qui triment toute la journée dans un esprit sacrificiel, post-christique et post-chrétien. Voilà, ça. Non, mais je vais peut-être laisser la place à d'autres questions, puis on en rediscutera. Mais enfin, en tout cas, c'est pas le mot travail n'est pas le bon mot, en fait. C'est le métier de vivre, tout simplement. Ouais. Juste oui, moi j'ai le sentiment qu'il y a effectivement deux registres. Quoi. Manola, tu parlais de ça fait pas rêver, et donc effectivement ces gens-là sont plutôt dans un geste politique d'équité de sueur et pas forcément d'un espèce de rêve babacool comme on a pu l'imaginer certaines fois. Et en même temps, la réinscription des vies et de ce métier de vivre dans des milieux amicaux, mais aussi des milieux vivants, etc., donne de la joie, donne une vie qui a un sens et qui du coup retrouve une certaine joie et qui permet aussi d'échapper à la tristesse du non-sens, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas tout à fait le rêve du babacool, quoi. Effectivement, c'est voilà comment travailler joyeusement. En gros, c'est un vieux problème. Merci beaucoup à tous les trois. Je voulais savoir si dans cette exploration des modes de vie alternatifs, vous avez rencontré des personnes plus jeunes peut-être qui arrivent à s'émanciper du modèle patriarcal où les femmes se consacrent aux tâches domestiques, aux soins aux enfants et à la nourriture. Parce que c'est aussi ça qui est assez triste à écouter. Avez-vous quelques exemples qui défont le modèle patriarcal ou
qui s'émancipe du modèle patriarcal. Peut-être du coup, il se trouve que moi, effectivement, dans la construction de la maison et de la vie de famille avec Maya et son ancien compagnon, c'était elle, et je lui ai fait, enfin, on en a parlé, c'était elle en fait qui était assignée aux tâches domestiques et lui qui construisait, donc dans un modèle de division sexuée du travail très traditionnel. Et en fait, elle en a eu marre. Enfin, ça peut être aussi une forme de réponse où en fait, elle lui a dit dehors, et du coup, elle l'a chassé en fait. Enfin, là, je caricature un peu, mais en fait, c'est aussi ça qui s'est passé parce qu'elle se rendait compte qu'elle faisait du double travail, c'est-à-dire son activité plus le travail domestique, et qu'en fait, elle en avait marre, en plus, de devoir gérer un gars à la maison. Donc, c'est un peu ça. Mais j'ai envie de dire, malheureusement, enfin, moi, je vois beaucoup de reproduction de normes de genre dans mes terrains, mais parce que je pense qu'ils sont aussi, bon là, du coup, c'est un point de vue un peu personnel, mais qui sont aussi liés à la structure parfois du couple hétérosexuel et du coup de la famille nucléaire qui, en fait, invite en fait, à reproduire ça parce que c'est difficile de s'en émanciper quand on n'a pas forcément de modèle et voilà, peut-être que dans d'autres formes d'organisation, ça pourrait aller mieux, mais j'en suis pas certaine. Ah oui, non, clairement. Non, mais là, c'est complètement un père absent qui est juste là quand ça lui chante, hein, enfin, clairement. Donc on est d'accord, c'est comme Ah oui, il y a peut-être d'autres questions. Non, je dis donc on est d'accord, c'est quand même la version super cheap de l'émancipation féminine. Là. Le cas de juste foutre ton mec dehors et qu'en fait ça change pas grand-chose sur la dimension d'une émancipation. Moi, dans mon cas, c'est l'inverse, puisqu'en fait, c'est elle qui tient les cordons de la bourse. Elle a réussi à faire tenir la baraque alors qu'il était complètement absent. Il se trouve qu'elle est chamane par ailleurs, donc elle a aussi un pouvoir religieux, en fait, qu'elle peut, enfin, spirituel en tout cas, auquel lui n'adhère pas et qu'elle exerce. Elle est extrêmement... Enfin, moi, j'ai parlé de forme d'écoféminisme vernaculaire. Elle incarne vraiment cette figure-là. Et d'ailleurs, elle va le quitter. Donc, ce que je veux dire, c'est que, voilà, je sais pas comment dire, mais et en fait, c'est pas du tout. Enfin, moi, c'est aussi un des éléments. C'est la famille nucléaire, c'est une chose, mais en fait, on est face à des parcours biographiques du XXe et du XXIe siècle où les femmes ont absolument tout à fait saisi la possibilité de quitter, de pas être prisonnières, en fait, du couple forcément hétérosexuel et de cette indépendance-là, parce que c'est des femmes qui savent couper des arbres, marcher toutes seules, vivre dehors sans problème, et qui ont une indépendance féministe, un art de la débrouille comme j'ai jamais vu ça parmi mes groupes féministes urbains. C'est donc, du coup, elles ont une forme de légèreté et de capacité à traverser les mondes et affronter un nombre invraisemblable d'heures et malheurs, parce qu'elles savent accoucher toutes seules, elles font l'auto-soin, elles savent la perceuse, évidemment, coudre, elles occupent un nombre de rôles pas possible. Donc, en fait, pour moi, c'est plutôt des lieux hyper émancipés, alors que parfois, ça peut sembler hyper traditionnel. Mais en fait, il faut juste voir la matérialité de ce qu'elles savent faire. Voilà, c'est plus ça. Oui, mais par exemple, voilà, dans le cas de Maya, depuis qu'elle est seule depuis 3 ans, c'est elle qui fait son bois, enfin, qui fait plein de tâches qu'elle faisait déjà à la base, parce qu'en fait, son compagnon ne faisait pas grand-chose. Et donc, en fait, c'est ce que Geneviève disait. Et c'est aussi, pour moi, il y a aussi dans le fait de savoir faire des choses, de se rappropriation, de savoir qui était soit traditionnellement masculin, soit dont on a voulu éloigner les femmes, qui est une forme aussi de pouvoir, en fait, voilà, de réappropriation d'un pouvoir important pour les femmes. C'est pas ça que je suis en train de dire, parce qu'en plus je suis en train de dire que c'est justement en étant seule que peut-être c'est là qu'elle s'émancipe le plus. Une autre question peut-être. Ah bah attends, j'ai des trucs à dire sur le rapport de genre. Voilà. Pardon. Non, Vas-y, David, non, 2 minutes. Non, mais juste qu'on ne reste pas sur la même question trop longtemps. Ouais, d'accord. Non, mais c'est juste moi, Suzy, dans ces Dream Circles, ils appellent ça des hippies, mais c'est pas des hippies historiques, vraiment, c'est des hair twisters, donc ceux qui se font des dreads. Ça suffit de
Pour eux, ça suffit d'avoir des dreads pour être un hippie. Donc ils les catégorisent comme ça. En tout cas, ce sont des familles de travailleurs itinérants dans des bus bariolés, là, où les enfants sont absolument lumineux, ils sont incroyables, parce que dès 3 ans, ils sont socialisés à des adultes, et ils sont des adultes tout de suite, quoi. Et c'est extraordinaire. Et donc c'est super beau. Et je me suis rendu compte en lisant mes notes ethnographiques que je connaissais le nom des hommes et je ne connaissais pas le nom des femmes. Je le répétais après 2 semaines. Et je disais la femme du peintre, la femme du drummer. Et le drummer, il s'appelait Safety, enfin voilà, je savais ça. Et en ayant vu ça, du coup, je réobserve le drum circle de la semaine suivante, où les femmes sont attachées aux enfants. Voilà, c'est leur fonction sociale. Ils s'occupent des enfants. Et à 21h, ils vont coucher les enfants. Et les pères, ils font... et c'est des gars qui ont 30 ans. Hein. Les pères, ils font, voilà, s'ils font des drums, s'ils savent faire ça, ils peignent s'ils savent faire ça. Donc c'est pas réjouissant non plus de mon côté. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Oui, j'avais l'impression, enfin, vous avez à plusieurs reprises dans les réponses aux premières questions répété l'expression métier de vivre, justement en écho au bouquin que le DSA a fait. Et j'ai l'impression que c'est plutôt le métier de survivre, là, quand même, énormément, parce que c'est des situations qui sont assez précaires. C'est la débrouille, non pas uniquement comme choix politique, mais quand même, dans le fond, comme choix économique. C'est que voilà, tu as eu un parcours de vie, des catastrophes. Enfin, pour Suzy, c'est quand même 6 mois, mais je ne sais pas comment elle a survécu, cette accumulation de malheurs. Donc, il y a aussi ce point de vue-là, voilà, vraiment un fondement économique qui a dirigé leur vie et qui a peut-être décuplé cette art de la débrouille dont Fanny va faire son sujet de thèse. Et une autre question qui ne s'adresse pas tellement à David parce que son public d'enquête a été 3e âge, mais c'est est-ce que vous avez interrogé les enfants aussi, parce que là vous avez beaucoup questionné, enquêté auprès du couple, ou essentiellement de la mère, mais est-ce que vous avez interrogé les enfants qui sont toujours au foyer? Oui, et j'ai surtout interrogé, je ne sais plus comment je l'ai appelé, mais sa première fille, qui avait en gros 17 ans au moment de l'enquête. Et moi, je lui ai demandé comment est-ce qu'elle percevait son mode de vie, parce que donc c'est quand même comme une maison, particulière, et elle me racontait que elle, du coup, je sais pas si c'est exactement ça la question, mais en tout cas, ce qu'elle m'a raconté, c'est que elle, quand elle était plus jeune, et son grand frère aussi, ils avaient du mal à inviter des amis à la maison parce qu'il y avait cette peur du stigmate de c'était pas une maison pareille, etc. Et en même temps, elle me raconte avoir énormément apprécié son enfance à pouvoir gambader, dans les montagnes drômoises, comme un peu bon lui semblait. Et voilà, moi aussi, ce qui m'avait marqué, c'est de la voir. Bon, son frère, c'était pas exactement ça, mais elle, de la voir avoir, on va dire, un mode de vie et en tout cas pour l'instant des pensées, des aspirations assez, je sais pas comment dire, conventionnelles, et de pas du tout avoir envie de forcément poursuivre un mode de vie alternatif, ou de en tout cas reprendre l'activité de sa mère, chose que le plus petit il avait 10 ans, mais il était hyper intéressé, et sa mère l'emmenait beaucoup, elle les a tous et tout emmenés avec elle cueillir, mais le petit avait l'air, à 10 ans, on peut pas trop savoir, mais en tout cas, il avait l'air intéressé plus intéressé que les autres dans pour continuer, sur cette thématique-là, quoi, je sais pas trop. Toi, c'était une petite fille. Qui est trop petite. Et justement, à l'inverse justement de ce qu'on pouvait appeler maisonné et de ce que Geneviève disait avec les enfants qui travaillaient, moi j'ai été assez frappée de justement pas aller voir, même des fois même pas aller voir participer à des tâches domestiques, c'est-à-dire que ce mode de vie alternatif demande des tâches domestiques plus importantes, parce qu'il faut remplir la cuve d'eau, il faut aller mettre de l'essence, parce qu'à l'époque il y avait du coup un générateur pour l'électricité, plein de petites tâches comme ça qui font anticiper, qui demandent beaucoup de charge mentale, et du coup pas de lave-vaisselle, donc faire des vaisselles où il y a souvent beaucoup de personnes qui mangent, tout ça. Et en fait j'étais quand même étonnée de voir que les enfants, même sur ces tâches-là qui sont attraits au travail domestique, ne pas beaucoup mettre la main à la pâte, et avec Maya qui tout le temps justifiait ça en disant je veux pas leur faire peser mes choix, parce qu'elle avait l'impression que ses choix l'amener à qu'il y ait plus de travail, et qu'elle voulait pas que ça leur retombe dessus. Donc ça, c'est aussi très ambivalent et très sujet à débat, mais elle, c'est comme ça qu'elle me le décrivait. Voilà. Et sur le métier de survivre, peut-être
David ou Geneviève? En fait, moi, ce qui se passe, c'est que c'est plutôt la chose assez frappante, c'est l'abondance. Donc, du coup, là, pour moi, c'est très différent de ce que tu as décrit. C'est que on est dans une telle production, en fait, légumière, fruitière, des plantes aussi qu'il y a partout. Et puis, en plus, comme tout le monde, et dans cette opération-là de remise en circulation d'un écosystème vivrier, en fait, du coup, ils sont tous en surplus permanent. Et donc, moi, ce qui était très intéressant pour moi, c'était comment, dans la carte que je vous ai montrée, il y en a, ils sont sédentaires à l'année, et il y en a d'autres, ils sont nomades. Parce qu'ils vont l'hiver dans une autre région plus chaude, et puis c'est des artistes aussi, enfin, ils ont une vie nomade itinérante, et ils reviennent l'été à Valonde, qui est un endroit que j'ai inventé, qui n'existe pas, mais que j'ai appelé Valonde. À Valonde, où il y a tous ces sédentaires qui, effectivement, eux, ont un écosystème fruitier assez et potager très. Et donc, ce qui est génial, c'est que ce qu'ils nous disent, c'est que ils ont suffisamment ce qu'il faut pour se nourrir eux. Déjà, quand je dis eux, c'est la maisonnée, c'est-à-dire toute personne apparentée ou non apparentée qui habite avec eux à ce moment-là, plus tous les copains de passage qui, quand ils reviennent sur leur terrain, évidemment, est très envahi d'herbe, n'ont pas fait un potager, ont juste les fruits qui ont pu pousser tout seuls, plus un petit surplus qu'il est possible de vendre au marché. Donc en fait, là, effectivement, on a beaucoup parlé du temps de travail ou de quelque chose, mais en fait, on aurait dû aussi donner des kilos de légumes et puis des circulations. Et donc en fait, c'est plutôt ça qui est frappant, au point même que, par exemple, quand ils vendent leur pain, qui est une grande scène, ils vendent leur pain à la ferme, quand on est là avec son petit carnet et nous comptabiliser toutes les relations, en fait, une grosse partie, c'est quelqu'un arrive avec une caisse de légumes, la donne, l'autre a des... Enfin, c'est une circulation... Enfin, la vente est une occasion, via la monnaie, etc., de se donner des tas d'autres choses, en plus de bonnes nouvelles ou de mauvaises nouvelles, etc. Donc c'est pour ça que, du coup, l'économie de la survie, pour moi, c'est plutôt l'économie de l'abondance et de la redistribution, en fait. Alors, par contre, après, il faut étudier clairement qui redistribue à qui et tout, quoi. Ça, c'est pas si redistributif quand même. Merci. Une ou deux dernières questions avant qu'on aille manger un peu. Bonjour à tous et merci pour vos interventions. Du coup, la question que j'aurais à poser, elle se pose un peu à tous les trois. C'est dans chacune de vos présentations, les personnes avec qui vous avez travaillé, vous présentez leurs revenus mensuels ou annuels. Vous financiarisez, vous leur donnez une somme. Et du coup, la question que je me pose, c'est à quel point vous avez réussi à discuter avec eux de la valeur de ce qu'ils possèdent, de leur capacité, de leur savoir-faire. Et est-ce qu'ils se considèrent comme des personnes de peu de moyens? Et psychologiquement, à quel point ils sont dépendants de cette somme d'argent qu'ils sont capables d'obtenir chaque mois ou par an? Et est-ce qu'ils arrivent à parvenir à un état de contentement, on va dire, de leur vie, malgré la précarité dans laquelle ils vivent? Et voilà. Psychologiquement, le David ne manque de rien. Il a tout ce qu'il veut, il a tout ce qu'il faut. Il a toujours de l'alcool, il a toujours de la bouffe, il a toujours de l'argent, il a toujours tout. Et ça, c'est grâce à l'espace qu'il occupe, là où il habite. Mais il ne manque de rien. Le seul truc qui lui manque, c'est de pouvoir regarder le foot à la télé, enfin le foot américain à la télé. Parce qu'il adore le sport. Avec son téléphone, il ne peut que écouter parce qu'il n'a pas assez de forfait 4G. Il ne peut pas regarder le sport. Et ça, pour lui, c'est terrible. Et c'est ça, vraiment, fondamentalement, ce qui manque à ce type-là. Le reste, voilà, je ne sais pas, c'est même pour l'économie de la survie. Moi, je ne suis pas sûr du fait d'utiliser le terme survie pour moi, pour mon terrain. Parce qu'ils ont le plaisir d'être ensemble. Ils se mettent des cuites ensemble, et ça, c'est bien. Quand ils vont manger des pancakes, ils sont contents d'être ensemble. Et voilà, sinon, je raccroche peut-être un peu, mais sinon la survie, en fait, c'est dès la naissance. Hein, quand on est prolétaire, qu'on est noir aux États-Unis, en fait, c'est tout de suite de la survie, puisque le capitalisme, c'est une économie de la rareté et du manque.
Donc voilà, mais eux, ils sont contents. Et Suzy, mais en fait, c'est plus difficile d'avoir une... je sais pas comment dire, je sais pas si c'est l'accès à la vérité, parce que bon, c'est pas sûr que c'est ça qui m'intéresse, mais Suzy, c'est plus difficile, parce que Suzy, elle a la tête occupée. Elle est toujours en train de faire 10 000 choses en même temps, elle est toujours en train de bosser, elle est toujours en train de faire ci, ça. Et c'est plus difficile d'avoir accès à voilà, ce niveau de feuilleté là, psychologique. Parce qu'il va falloir Suzy, est-ce qu'elle dit qu'elle est contente ou pas? Parce qu'en fait, Suzy, elle est toujours à l'étape d'après. Elle est toujours 2 heures après. Elle n'est jamais sur le moment. Voilà, donc c'est voilà, une ambivalence, mais bon, c'est assez clair dans la présentation. Quelqu'un? Juste du coup, pour l'économie de survie, moi, c'est quelque chose que je pourrais plus appliquer à des gens que j'ai rencontrés dans le cadre de ma thèse. C'est-à-dire que c'est à la fois, je rencontre des gens qui, on va dire, ont choisi de vivre avec pas beaucoup d'argent, et de l'autre qui le subissent, et donc dans une forme de précarité vraiment subie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se demander comment est-ce que ça se fait que des gens qui ont la même somme d'argent par mois ne vont pas le vivre de la même manière, et pour certains, il va s'agir de survivre. Et du coup, j'essaie de comprendre en fait quelles sont les ressources qui doivent être liées à ces sommes d'argent-là pour que ça se transforme en mode de vie acceptable et viable. Et ça passe notamment fortement par... parce que là, nous, c'est trois exemples de gens qui s'inscrivent dans un réseau d'entraide très fort, qui ne les laissera pas tomber, en fait. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça. Et alors que je rencontre des gens qui vivent plutôt seuls et qui n'ont pas accès à tout ça. Et du coup, ce sera plus de la survie, parce que ce sera plus difficile, ou si on n'a pas les compétences et les savoir-faire pour justement savoir couper du bois ou à faire toutes ces activités de subsistance, c'est plus là qu'on peut parler de survie. C'est quand on est obligé en fait d'être dépendant du système marchand alors qu'on n'en a pas les capacités économiques. Geneviève? Non. Bon. C'est un peu la question de fond de l'ethnocomptabilité qui revient sur ce partage, cet écart qu'avait épinglé Amartya Sen quand il parlait de la misère ou de la pauvreté. Et là, c'est comment on peut vivre avec des moyens financiers réduits sans être dans la survie, justement. Enfin, qu'est-ce qui compte pour nous? Qu'est-ce qui nous réjouit? Qu'est-ce qui nous fait vivre? Donc là, c'est effectivement des évaluations extrêmement complexes, si ce n'est de vivre avec ces gens et d'en être heureux ou pas, quoi. Mais... Pas que. Oui, non, je voulais juste dire que la raison pour laquelle on a eu comme travers peut-être, mais aussi des formations professionnelles qui étaient de vous donner une somme d'argent avec laquelle ils vivaient, alors que nous, on essaie de montrer qu'ils vivent avec des biens en nature et d'échange. Donc c'est vrai que c'est un peu brutal comme ça d'avoir cette entrée en matière-là. Mais en fait, c'est aussi téléguidé par cette fameux équivalent universel là, parce que moi, je me souviens quand on parle de nos recherches à des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est déjà une question immédiate. C'est parce que pour le coup, quand on a beaucoup d'argent, on a le luxe de ne pas vraiment compter, en fait. Et donc, dès qu'on s'adresse à des populations qui ont moins d'argent, elles sont justement, elles ne peuvent pas se payer le luxe de ne pas compter un peu. Donc, de donner cette somme, en fait, c'est très important, parce qu'en fait, c'est des leviers qui permettent notamment, enfin moi en ce qui me concerne, c'est la chose principale, c'est d'éviter l'association bobo, écolo, fils de riches, subventionné, RSA, en fait, qui se fait un délire enchanteur qui ne va pas durer. Et du coup, moi, j'ai toute cette équation-là, avec laquelle toutes ces personnes-là qui effectivement triment pas mal, en fait, certains sont des héritiers, entre guillemets, mais vraiment pas tous, doivent composer en permanence, parce qu'en plus, on les prend pour des riches. Enfin, je ne vous ai pas parlé du problème foncier qui est énorme, c'est-à-dire quand ils veulent une terre, les paysans du coin, ils disent non, mais on ne peut pas vivre avec si peu. Donc, en plus, eux, ce n'est plus des vrais paysans, c'est des paysans qui sont dans le système monétaire productiviste. Donc, pour eux, l'argent, c'est pas... Il faut en gagner beaucoup plus que pour... D'ailleurs, ils s'entendent beaucoup mieux avec les anciens, très anciens, qui n'étaient pas encore dans le système complètement monétaire. Et donc, du coup, c'est une bataille aussi. Enfin, je veux dire, donc c'est vrai que c'est un travers qu'on a, mais c'est aussi pour montrer la performance que c'est, en fait, dans un monde qui est malheureusement monétarisé. Mais en fait, l'autre travers aussi de notre exposé,
mais c'est parce que c'est hyper compliqué à vous le partager en 45 minutes top chrono. C'est qu'en fait, c'est avant tout des récits. Ce qu'on recueille, nous, c'est des récits. Moi, ma recherche, c'est 200 pages de récits, en fait, un journal de bord. Et toi, c'est pareil. On écrit surtout des descriptions ethnographiques où on parle vraiment des relations. Et les tableaux, c'est après coup, en fait. Et le problème, c'est qu'on on fait l'exercice. Est-ce on va vous lire une journée d'un récit? Là, en 45 minutes, on vous embarque dans le récit. Ou alors, est-ce qu'on vous bombarde de tableaux? Et c'est un peu ce qu'on a choisi de faire, mais c'est peut-être pas la bonne méthode. Mais voilà, en tout cas, nous, c'est surtout des relations narratives et un monde d'histoire, voilà, sur lequel on enquête. Voilà. En tout cas, moi, ce que j'ai aperçu, c'est la richesse de ces enquêtes. Enfin, il y a, dans cette manière de faire, pour vous, quand David dit, moi, non, l'ethnocomptabilité, 4 ans à décortiquer, les notes de pain, le truc, c'est un travail de fou, oui, et je pense qu'il y a dans cette manière de vous lancer, malgré tout, David aussi, dans cette enquête aussi minutieuse qui a l'air comme ça de s'attacher à des choses tellement fines, tellement indescriptibles, etc., difficiles à communiquer parce qu'on fait des tableaux, on convertit en argent alors qu'on veut parler de tout sauf de ça, etc. Il y a là-dedans, pour moi en tout cas, une manière de chercher à comprendre, à penser et à s'inscrire dans le monde qui est particulière, quoi, qui est une posture de recherche que je trouve assez généreuse parce que c'est justement aussi une manière de ne pas faire de la recherche utilitariste, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire vous êtes obligé, par la finesse de l'enquête, de vous inscrire dans un monde de patience, de discussion, de recueil de données extrêmement patient, extrêmement long, pas fastidieux, mais voilà, le prix de ce fastidieux, pour moi, c'est l'éthique de l'enquête, quoi. Et puis derrière, on peut aussi entendre David qui dit non, 4 ans à compter les mouchoirs et les pots de miel, ça ne m'intéresse pas trop. Malgré tout, la posture, même quand elle est réduite dans le temps, reste quand même sur cet attachement à essayer de saisir, pas de l'insaisissable, du minuscule, c'est pas du tout minuscule, c'est l'essence même de ces vies-là, quoi. Mais d'essayer de les saisir autrement, quoi. Et aujourd'hui, honnêtement, on est totalement démunis, je trouve, dans les sciences humaines, ou largement démunis pour essayer d'appréhender justement ce qui compte pour nous, et pas que dans les sciences humaines. Et donc, pour moi, il y a une espèce de... c'est pas une vocation, mais dans votre manière, dans ce travail-là, dans toute cette piste, toute cette famille de l'ethnocomptabilité, j'avoue que j'ai une certaine admiration pour ce dévouement à la tentative de débusquer la réalité des vies et de ce qui satisfait, et de faire ça aujourd'hui, au début de ce fameux 21e siècle que j'évoquais ce matin, je trouve ça d'une grande utilité, en tout cas. Une tentative très ambitieuse, quoi, derrière sa difficulté, quoi, son côté fastidieux, etc. En fait, je vois là-dedans, moi, une espèce de chose assez grandiose, magnifique, quoi, d'ambition, en tout cas. Donc, merci. On va aller manger, peut-être.